Bonsoir à tout le monde. Voilà, donc raconter une histoire alors que je suis géographe, ça peut paraître un peu contradictoire. Je sais bien qu'on fait des études d'histoire-géographie, mais à partir d'un certain moment, on est plus géographe qu'historien, encore que, en ce qui me concerne, j'aurais pu basculer d'un côté comme de l'autre. Mais la question n'est pas là. Je vais vous raconter une histoire. Prenant appui sur l'ouvrage de Montpellier, je voudrais introduire le débat sur deux points. Le premier, c'est tout simple. Il est sur la 4e de couverture, et ça commence comme ça. C'est du Baudelaire, hein. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. On va donc travailler sur la forme pour comprendre quelque chose. Et la deuxième idée, si vous avez lu le programme, j'avais annoncé dans le petit programme quelque chose qui peut vous interroger. L'invention créatrice, je lis, l'invention créatrice a orienté la destinée montpelliéraine de la ville. Pardon, exprès le lapsus, pour que vous sachiez que ce n'est pas montpelliéraine, c'est métropolitaine. Donc, entre une histoire de la forme récente qui a bouleversé l'univers montpelliérain et l'idée que cette invention, la ville inventée, que cette invention a été créatrice de quelque chose, le terme est à la mode aujourd'hui, il y a même un bouquin, qui a révolutionné, je le mets entre guillemets, et la société locale, et la façon de penser la ville, la façon de la produire, la façon de se la projeter dans un univers futur. Alors, ce titre, Ville inventée, relève d'une publication qu'on a réalisée avec des collègues. J'étais encore une patte à la fac à ce moment-là. La ville inventée, c'est un programme qui a été fait au niveau national par le plan urbain. Et on s'est battu, les 3 ou 4 qui étions ici à Montpellier, pour mettre ce titre que les Parisiens ne voulaient pas. On a résisté. Donc, j'utilise le mot que nous avons utilisé collectivement à la fin des années 2008-2009 pour une publication en 2010. Écriture d'un projet de ville. Écriture. Je vais donc vous renvoyer vers quelque chose qui dit, il y a un langage. Il faut le décrypter. Il faut le comprendre. Oui, je sais, il y a des tas de discours sur la forme urbaine d'Antigone, etc. Mais on va essayer de comprendre comment se met en place quelque chose qui relève, il me faut mon petit pointeur pour faire avancer, quelque chose qui relève de ce qui est écrit là. Ce qui est écrit, c'est l'idée. Ah oui, parce que je vais démarrer en 77, non, un petit peu avant quand même, parce que je ne peux pas faire l'impasse de ce qui s'est passé un peu avant de 77, on va le voir. Mais il y a eu quelque chose qui a donné un sens nouveau à la façon de penser et surtout de concevoir et encore plus de vivre sa ville. Ce sens nouveau, je l'ai appelé une utopie créatrice. Pourquoi ? Parce que derrière ça, il y a une sorte de rêve de la ville du futur. N'oublions pas qu'en 77, le slogan municipal, non, le slogan politique de la campagne municipale, c'est changer la ville pour changer la vie. On n'est pas les seuls en France. Grenoble, Rennes, Montpellier, on appelle ça le triangle que le Parti socialiste avait mis en œuvre pour donner une impulsion nouvelle à la pensée sur la ville. Aujourd'hui, on parle de politique de la ville, on s'agite beaucoup, on fait beaucoup de choses, mais je ne suis pas sûr qu'on ait autant bouleversé l'ordre urbain que ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, une utopie réalisatrice, c'est-à-dire qu'il va faire quelque chose. Il va y avoir de l'investissement. Ce n'est pas gratuit. Et puis, lorsque cette utopie, elle est partagée par la société qui vit l'espace de la ville, alors elle s'inscrit dans le droit fil de l'histoire. Je ne sais pas si l'historien dirait cela, mais moi, géographe, je le dis. On crée l'histoire.
Elle devient le moteur de quelque chose qui va constituer une sorte de récit, le récit d'un univers nouveau. Ce récit, c'est quoi? Eh bien, c'est une composition nouvelle de la ville. Vous allez voir tout à l'heure des photos qui vont vous dire voilà ce qu'on faisait et voilà ce qu'on va faire. Mais oui, vous êtes plongé aujourd'hui, on se dit mais oui, bien sûr, aujourd'hui on dit Odysseum, on ne regarde même plus. Et pourtant, il y a quelque chose à dire sur la façon de le faire, la façon de le dire. Je vais donc essayer de vous montrer comment le faire et le dire ont structuré cette utopie réalisatrice d'une forme nouvelle. Ce sont des figures de ville qui s'imposent, et ces figures, elles sont à la fois dans l'ordre du territoire, où on compose une forme nouvelle, elles sont dans l'ordre de la société. On va parler d'un néo-Montpellier. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a des formes nouvelles, c'est aussi parce qu'il y a une société qui est nouvelle, une sorte de changement dans le rythme et dans les, je dirais, dans ce qui est la classe dominante. Dans les années 60, on est dans une petite ville de province, avec une bourgeoisie urbaine traditionnelle. Ici, en plus, elle est souvent faite de deux corps sociaux, trois. Le petit commerce artisanat, c'est classique. La bonne bourgeoisie des fonctions intellectuelles supérieures, ici c'est la médecine et le droit, on le sait. Et puis le monde du travail. Mais cette bourgeoisie urbaine, elle est aussi rentière. Pourquoi? Parce qu'il y avait la vigne. Donc c'est une longue histoire, c'est pas moi qui vous le raconter, mais je pense que des historiens viendront vous en parler, de cette bourgeoisie foncière qui possède du terrain, qui possède des vignes et qui investit les rentes qu'elle touche, pas forcément dans le système productif. On va passer de ce modèle-là à un modèle néo-montpelliérain, j'ai presque envie de dire, pour parler comme aujourd'hui, de l'entreprise. C'est-à-dire de ce qui va impulser une dynamique nouvelle. Alors bien sûr, si je dis l'entreprise, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont dû réagir en disant « Tiens, il parle d'IBM ». Ah oui, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est l'entreprise et c'est la nouvelle société qui est branchée sur les activités de service. Le tertiaire, qu'on avait appelé le tertiaire supérieur, l'université, qui s'ouvre à la génération du baby-boom des années 45, 50. Donc, il y a une transformation de la société et il y a une modification profonde de l'ordre politique. Les trois choses vont ensemble. L'ordre politique, c'est plus... Oui, Frêche est élu en 77 de manière, lui-même disait, surprenante. Je peux vous le dire, j'ai préparé une partie de la campagne de Georges Frêche en 77. On était quelques jeunes et on est parti là-dedans. On a sorti un livre blanc. Personne ne croyait qu'il y aurait une élection comme ça. Et pourtant. Alors, c'est quoi? Eh bien voilà, moi je vais vous montrer comment on va passer de 120 000 habitants en 62. Aujourd'hui, 290, il n'y a pas de chiffre officiel. Le chiffre officiel, c'est celui qui est en dessous en 2014. Il a été validé par l'INSEE. Mais j'ai mis 290 000 parce qu'on est dans ces eaux-là. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 2,5 la population entre 1962 et aujourd'hui. On a été parmi les villes de France qui ont eu la plus forte croissance. J'ai marqué les rythmes de croissance. On est passé de l'idée de la belle endormie, c'est comme ça qu'on définissait Montpellier, à une ville surprenante par ses initiatives, par sa dynamique, par son attractivité. On attire du monde. Et jusqu'à initier ce que j'ai appelé une trajectoire métropolitaine. Tout à l'heure, on verra combien de temps il faudra. Retenez donc ceci, en gros,
290 000, allez, sur des 300 000 habitants, on n'est pas... Hein. Mais avec une périphérie qui en compte aujourd'hui plus de 150 000. Je vous propose une réflexion autour de 4 temps. 4 temps structurants mon approche de l'écriture urbaine. Le premier, c'est ce que j'appelais la croissance. Quand on dit croissance, ça veut dire qu'on dit il se passe des choses, ça arrive, les gens, les entreprises, et ça se met un peu n'importe comment. Ça se distribue dans l'espace sans qu'il y ait véritablement une pensée organisatrice. Sauf sur un plan. Je vais réveiller, mais sur un plan, celui de la ZUP, la zone à urbaniser à priorité de la Payade, qui est une façon programmée, planifiée de concevoir la croissance urbaine. Deuxième étape, premier mandat, je l'ai inscrit sous l'angle de la rupture dont Antigone est la figure de proue. La troisième étape, c'est celle où le dire va prendre place, non, à côté du faire, pas à la place du faire, à côté du faire. On continue à projeter la ville, et en même temps, on va beaucoup en parler. C'est étonnant. J'ai presque envie de vous dire, Montpellier, c'est plus que et un peu avant les autres. Ce qu'on va appeler le marketing urbain, on n'en parlait pas comme ça en 1982, 83. C'est aujourd'hui qu'on en parle comme ça. Mais on l'a fait à Montpellier. On a même inventé les Milans. On a inventé les Milans. C'est-à-dire que le dire devient fort, essentiel presque. Non, à côté du faire. Le faire, c'est les grands projets. Le dire, c'est le marketing. Et la quatrième étape, je ne m'arrêterai pas tout à fait en 2010. Je l'ai marqué ici jusqu'en 2010, mais je vous ferai faire un petit saut supplémentaire pour que, on ne va pas laisser de côté les 7 ans qui nous séparent de 2010. Il faut en parler quand même. Il y a une suite. Parce que mon principe d'attaque est le suivant. C'est un peu une formule de Marc Bloch, qui était historien. C'est de dire que le présent permet de comprendre le passé. Oui. Permet de penser le futur aussi. Vous savez qu'on pourrait rappeler Saint-Augustin de ce côté-là, c'est autre chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment aujourd'hui j'explique le passé. Je vais en retirer les éléments forts pour comprendre comment aujourd'hui on peut se projeter dans un autre univers. Finalement, c'est Raymond Dugrand qui était adjoint à l'urbanisme. J'ai eu l'avantage d'être son étudiant, son collaborateur et celui qui lui a succédé dans pas mal de fonctions universitaires. Donc, je sais comment il a abordé la question. Alors, la quatrième étape, c'est celle qui nous ouvre la question métropolitaine. Elle est en question jusqu'en 2010, elle est encore en question jusqu'en 2015, elle va être affirmée par la loi. Ça n'a pas été facile. Pour qu'en 2017, on se retrouve dans le 3e, Montpellier Méditerranée Métropole. Première étape. La première étape, j'ai mis quelques lignes comme ça pour vous rappeler des choses. J'ai essayé d'avoir le moins de texte possible sur les dias et le plus possible de photos illustrant. Donc ici, qu'est-ce que je retiens? Les années 60, les rapatriés. 30 000 qui arrivent dans une ville de 120 000 habitants. Non, pas tout à fait 120 000, 30 000 rapatriés. Ils passent, ils s'arrêtent, ils séjournent, ils habitent, ils vont s'installer. C'est important, c'est un bouleversement monstrueux. IBM, 1966. Qu'est-ce que j'ai retenu après? La ZUP de la Payade, bien entendu. On va l'illustrer tout ça. À côté de la ZUP de la Payade, ce qu'on appellera les grands ensembles. Aujourd'hui, vous les habitez. Le Mazrevon, le Lemasson, la Croix d'Argent, la cité de l'Aigle-Longue, la cité Saint-Martin, les Prés d'Arène. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ont été produites pour répondre à un besoin qui est celui d'habiter pour une population nouvelle. C'est important et ça n'aurait jamais dû être
Bizarre, hein? Bizarre ce que je vous dis. La loi sur les ZUP, les zones à urbaniser en priorité, disait que chaque fois que vous avez une ZUP, tous les permis de construire de plus de 50 logements devaient être localisés dans la ZUP. À Montpellier, je ne dis pas qu'on fait l'inverse, mais on tolère que tout se passe autrement. Croissance, qui est-ce qui dirige l'urbanisation? Les propriétaires fonciers, qui ont des terrains agricoles. Et quand on passe du terrain agricole, la rente agricole et la rente urbaine, c'est de 1 à 10, à 20 ou à 30. On peut consacrer quelques mètres carrés de terrain agricole, quelques hectares, pour faire du logement. On en a mis dans tout l'Ouest, sans trop s'interroger pour savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai retenu aussi? Ah ben la ville et la plage, la ville et sa plage. Mais oui, on a encore le petit train de Palavas. On a une ville qui vit sur ses univers. Son univers, c'est quoi? La comédie. L'arrivée du train de Palavas, le petit train, la plage. La ZUP est à 6 km, presque aussi loin que la plage. Qu'est-ce qu'il y a encore? On va créer Polygone. 2 hommes sont au cœur de cette période-là. Le maire, Maître Delmas, et son adjoint, je ne sais pas si on disait même l'urbanisme, on disait premier adjoint, François Doumange, qui était professeur à l'université, géographe. Et François Doumange, c'est lui qui nous fait le zoo, le parc de Lunaret. Donc, ces 2 hommes projettent la ville en réponse rapide à une croissance qu'on ne maîtrise pas. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. On peut donc, si l'autoroute arrive, mais elle passe avec quelques embranchements et elle ne perturbe en rien l'organisation d'un réseau qui reste radioconcentrique. La route Palavas-Ganges passe par le centre. La route Nîmes-Béziers passe par la place de la Comédie. Donc, en modifiant rien la structure d'une ville traditionnelle, on ajoute sur les périphéries. Voilà ce que ça donne. Ah, bon, ce sont quelques clichés, je ne vais pas y insister, mais ça va vous rappeler de drôles de souvenirs. Place de la Comédie, la place de l'œuf. L'œuf, on ne dit même pas la place. Il y avait des voitures, il y avait des bistrots. Polygone. Polygone, on pose un projet dessiné ailleurs. Vous voulez qu'on le mette ailleurs? Je peux le mettre à Québec, si vous voulez. Ça marchera aussi bien. Et Polygone, c'est... Alors, mon petit pointeur, là, il est en rouge? Vous le voyez quelque part? Ah, voilà. Vous repérez Polygone, les bâtiments administratifs qui vont se greffer là-dessus. Pourquoi? Parce que la capitale régionale a besoin d'une infrastructure d'État. Les services de l'État s'installent. Pas tous là, mais une bonne partie. Et puis de l'autre côté ici, c'est bizarre, hein, ça s'appelle le Nouveau Monde. Étonnant, hein? On a donc un projet qui va s'installer aux portes de la Comédie, sans trop savoir comment on va passer au-dessus de la voie ferrée. Pourquoi? Parce qu'on répond aux urgences. Là, il y a un projet qui arrive, on le fait. Bon. Donc, c'est quand même une trace de ce que j'appelle l'idée de croissance. Tellement bien que derrière le polygone, on ne sait même pas ce qu'on va faire là. Au moment où on pose polygone, on n'a pas d'idée préconçue sur le reste. Donc, on n'a pas de projection. On n'a véritablement pas de projet, parce que le projet, il est projectuel, c'est-à-dire qu'il va vers le futur. Ici, on greffe. D'ailleurs, les commerçants de la ville ne se sont pas trompés, ils ont manifesté contre polygone. Alors, voilà. Alors, les quelques photos qui suivent, je ne vais rien dire de plus. C'est la paillade en 64. On a une belle opportunité foncière sur 200 hectares. Et progressivement, on va y mettre du logement social, d'ailleurs presque que social au départ, pour loger 20 000 habitants.
IBM, comme c'est bizarre, IBM s'installe là, à l'est. Attendez, à l'est, c'est quoi? C'est la Pompignane, c'est les Aubes et c'est le Lez, c'est-à-dire l'égout. On est en 60, hein. IBM s'installe là alors qu'on lui avait offert des terrains auprès d'Arennes, en zone industrielle. Mais bon. Oui, les facultés, le CHU, c'est le Nord. Là, il faut que je vous cite deux hommes quand même, deux architectes. Ils ont manœuvré au mieux dans le secteur des années 60 avec la mairie, avec l'université Paul Valéry. C'est Jolm, qui vient de décéder, et Deson, qui étaient les deux architectes locaux au cœur de la production urbaine. Tout à l'heure, on en parlera d'autres. Qu'est-ce que j'ai retenu encore? Voilà les grands ensembles. Ça se met en périphérie, ça s'organise sur les routes qui existent, ça ne met rien de plus, et puis ça va converger vers le centre. Et alors, ça obéit plus ou moins bien. Ah, alors là, ça n'a plus obéi du tout. Oh là, qu'est-ce que je fais là? Heureusement que j'ai un technicien avec moi, hein, parce que sinon j'étais perdu là. Voilà. Alors, je continue. J'ai pris exprès, puisqu'on en parle aujourd'hui, Montcalm et la cité Paul Valéry. C'est pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Et puis au-delà, il y a le Lez. On a fait ce stade ici, Richter, pour remplacer le stade du Somme, au pont Juvénal, en zone inondable. Ça deviendra d'ailleurs un beau bassin rempli un jour. Ça laisse vraiment l'impression de quelque chose qui est marginal. Deuxième étape, l'arrivée en 1977 de la liste d'Union de la gauche, Georges Frêche devient maire, Raymond Dugrand devient adjoint à l'urbanisme, je ne parle pas du reste, mais je ne m'occuperai que de ce qui est l'urbanisme. Et on va lancer Antigone. Antigone, c'est 5 ans de préparation, un peu plus même. L'inauguration par François Mitterrand en 1985 vous dit qu'entre 1977 et 1985, il s'est passé du temps. Blocage du dossier, consultation des Montpellierins, mise en œuvre d'une stratégie. Moi, je retiens le terme, d'une stratégie qui va être une stratégie de projet. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va inverser complètement l'ordre urbain de la ville. Je parle des gens avertis. Antigone se met dans le prolongement de Polygone en rupture. Tout à l'heure, j'ai dit rupture et renouveau. Rupture. On est au pied du mur des Galeries Lafayette. Il va bien falloir le gérer, ça. Parce que Bofill, lui, c'est 3 hommes, la période en question. C'est Georges Frêche, c'est Raymond Dugrand et c'est Ricardo Bofill, le Taller des Architectures. Ricardo Bofill qui arrive un peu par hasard à Montpellier, mais on l'a contacté parce qu'il venait d'être éliminé à Paris au niveau des Halles. Donc ce qui est important, c'est que derrière Antigone, c'est véritablement, je donne le terme, l'imaginaire qui devient le fil conducteur de la production urbaine. L'imaginaire, c'est, au niveau de Bofill, c'est un dessin. On va le voir. Oh, mais je peux le passer, puis on y reviendra. Voilà, c'est un dessin. Vous le connaissez, je ne vais pas insister là-dessus. C'est une sorte de tracé magnifique, non, magnifique ou super dimensionné pour aller jusqu'au Lez. Jusqu'au Lez, qu'on franchit par l'hôtel de région, ça sera mon symbole. Le premier symbole, c'était Polygone. Mon second symbole, ça sera l'hôtel de région. Alors, ce dessin, Bofill l'impose. Normalement, il devrait marcher à reculons. Et pourquoi? Ah, ça y est. C'était le premier imaginaire. Bofill dessine. Le second imaginaire qui précède la pensée de Bofill, c'est celui de Raymond Dugrand. Cet imaginaire-là, il est né, on était ensemble à la fac, il est né dans notre réflexion universitaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces experts qui devraient prendre la place du politique. Mais pour que Raymond Dugrand s'engage, il s'est engagé
sur le plan politique. Il aurait très bien pu dire, je reste expert dans ma fac, je me ferai payer mon expertise à la mairie. Il y a une nuance. L'imaginaire de celui qui pense la ville de demain, il est expert certainement, mais il ne prend véritablement du poids et du sens que parce qu'il y a une décision derrière. Et que cette décision, il faut qu'elle reste dans l'ordre du politique. Il en va ainsi de notre démocratie. Le troisième, c'est celui de Georges Frêche, qui ajoutera quelle note? De décor, parce qu'il aime la Grèce, parce qu'il aime les antiquités, parce que c'est un historien et qu'il a besoin de ses référents. Son imaginaire fonctionne dans le cadre de la création, dans le droit fil d'une histoire. D'ailleurs, vous retrouverez des phrases de Georges Frêche dans les années 80 qui dit « On a voulu créer une ville qui soit dans le prolongement de ce qu'était Montpellier, avec ses valeurs suprêmes acquises au cours des siècles. » Cette rencontre des trois hommes génère le projet premier qui est celui d'Antigone. Je ne vais pas insister là-dessus, sauf pour dire qu'il y a une façon de faire. Quand on fait la ZUP, c'est l'État qui dessine, qui donne et qui dit on fera comme ça. Quand on fait Antigone, c'est le pouvoir municipal qui produit la ville, à tel point que l'État va bloquer pendant 4 ans le projet et qu'il faudra l'élection de Mitterrand pour le faire passer. Bon, Maître Delmas était secrétaire d'État, hein, mais ça me paraît dans la logique des choses, hein, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'un projet municipal. Le projet municipal d'Antigone, il repose sur qui? Il repose sur l'adjoint à l'urbanisme, le maire, le dessinateur profil, et à côté de l'adjoint à l'urbanisme, un atelier municipal qui s'appelait l'AMU, MU, Atelier municipal d'urbanisme, où des gens, des techniciens qui aujourd'hui sont intégrés dans les services administratifs de la ville, étaient au cœur de la réflexion et de la conduite du projet. Et ça, c'est exceptionnel dans les années 77. Parce qu'il va falloir attendre une quinzaine d'années pour qu'on en parle au-delà. Et aujourd'hui, on vous fait beaucoup d'exploits sur la notion de fabrique de la ville. Et les ateliers ou les agences d'urbanisme sont nés dans un mouvement qui n'était pas du tout évident en 80. Qu'est-ce qu'on retient? 2 choses. Le projet, il va impulser une vision, une trajectoire d'avenir. Mais attendez, on vit la ville. Et pour la vivre, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je parlais comme aujourd'hui, je dirais il faut la raccommoder, il faut la réparer, il faut la penser dans ce qu'elle est au niveau de ses quartiers, on dirait aujourd'hui. Mais les quartiers en question, c'était des grands ensembles. Donc il a fallu monter une stratégie propre d'intégration par quartier. Qu'est-ce qui va jouer ce rôle fondamental? C'est les maisons pour tous. C'est la maison pour tous qui va être le repère de la dynamique sociale. C'est très important. D'ailleurs, dans les années 80, au début des années 80, la communication de la ville se fait sur la base de mon quartier, mon village. Ça paraît dérisoire aujourd'hui. Et pourtant, c'était essentiel. Mon quartier, mon village. Vous vous êtes installé à Montpellier, vous êtes nouveau à Montpellier, vous ne savez pas ce que c'est que cette ville. Il faut que dans votre quartier, vous preniez les choses en main et que vous agissiez au plus près de votre vie, de votre cadre de vie, par les maisons pour tous. Donc, 2 choses. La trajectoire du grand projet d'Antigone, le retour vers le quartier comme principe de la vie sociale, et puis la réponse technique, cette fois-ci, sous la forme de zones d'aménagement concertées ou zones d'aménagement différées. Pourquoi faire? Oh ben c'est tout simple. Pour contrôler le prix des terrains. Avec Dugrand, on avait travaillé sur une carte du prix des sols pour pouvoir dire à la ville, si vous voulez acheter, il faut acheter ici, il faut acheter là, il faut acheter là. Et il faut être premier acquéreur. Et pour être premier acquéreur, il faut qu'il y ait un périmètre de ZAD. C'est important.
pour penser la ville de demain. Où on la met? À côté de ça, eh bien, les communes périphériques, Latte, Castelnau, Moguio, Saint-Jean-d'Édas, Saint-Gély, Clapiers, Montferrier, Crabel, voient leur population multipliée par 2 ou par 3, sans que l'on s'interroge trop sur le modèle urbain, ni au niveau communal, ni dans la liaison avec la capitale. C'est-à-dire qu'on va trouver progressivement des infrastructures, tout à l'heure je parlerai de saturées. En 1982, à la veille du coup de pioche d'Antigone, on est à 200 000 habitants. Alors voilà les photos, donc celle-ci, j'y reviens pas. Vous allez voir le déroulé, début de la construction. On a déjà la forme qui s'installe. Elle s'installe en rupture. Même ici, où il est mon pointeur? Hop, 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 je ne le vois pas. Ah, ça y est. Même ici, on n'a pas de contact et la clé est fermée. Il faudra mettre un immeuble ici pour occuper. Voilà le schéma terminal. Voilà l'immeuble Grand Siècle derrière, pas encore ouverte. Le schéma quasi final. On ne peut pas dire que ce soit parfaitement harmonisé avec les à côté. Il faudra du travail, il faudra travailler. Parce que Bofill, il fait un dessin point final. Mais il y a une logique, je dirais, structurante. Et le symbole de cette période, c'est ça. Le premier symbole, c'est polygone, pour la croissance. Le deuxième... Ah, attendez, ce symbole, il prend une valeur extraordinaire. Il est politique. Et d'un, il est pensé dans le cadre d'une dimension montpelliéraine qui dépasse la simple petite capitale provinciale. C'est devenu la capitale de la région. C'est important. Donc, une dimension symbolique qui n'est pas sans intérêt avec ce qu'elle va représenter jusqu'à aujourd'hui. Quasiment vide. Et c'est un autre problème. La troisième étape, elle ouvre ce que j'ai appelé la ville marketing et, dans le prolongement d'Antigone, les grands projets. Regardez ce qui est en rouge. J'aurais pu mettre à Milan la ville est belle en rouge, parce que c'est ça l'essentiel. C'est faire en sorte que la ville soit belle. Il faut le dire, il faut la vendre. Il faut qu'elle soit accrochée sur toutes les paroles et toutes les pensées qui parleront de la ville ailleurs. Je vous disais tout à l'heure, un peu en avant, un peu avant les autres. Faire en sorte qu'on soit toujours un peu devant. Port-Marianne et le Lez, ce sont les lieux forts de la projection urbaine. À côté de ça, ne jamais oublier que cette période, et ça c'est du grand quand même, il faut lui rendre cette vertu, de dire, il y a un numéro spécial d'ailleurs de Montpellier notre ville qui porte ce chapitre-là, Montpellier au cœur. Le centre-ville, c'est l'élément fondamental de la reconnaissance, de ce qui est porteur de sens. Donc, oui, mais l'écusson, ah ben oui, il va dire oui, l'écusson, mais à un moment donné, ça ne marchera plus, parce que trop petit, parce que pas à l'échelle. Quand l'écusson fonctionne avec 20 000 habitants sur les 100 000 de la ville, il y a un rapport intéressant. Quand l'écusson tombera à 10 000 habitants quand la ville passe à 200 000, c'est une inversion de la puissance. C'est-à-dire qu'on est dans un autre mécanisme. Il va falloir accrocher à notre mécanisme. Les grands équipements se mettent en périphérie de ce centre, y compris sur le versant nord qui était négligé, que les universités avaient abandonné. Il ne faut pas l'oublier. Le Pérou et ses contraintes. On a l'impression que l'écusson va tourner autour du triangle.
Ben, on peut faire autrement aussi. Il y a le palais de justice, il y a le tribunal administratif qui doit s'installer, il y a des équipements importants. Mon troisième symbole, ça va être quoi? Mais je vous le mets en mille. Le quorum. Le quorum, c'est le produit de cette période. Et il joue sur les deux tableaux. Être connu. Le quorum capte pour la première fois en France, le congrès international des technopoles se tiendra à Montpellier, au quorum. Et Montpellier, ça va s'afficher comme Europol. Ah, je ne sais pas où il est passé, mon curseur. Des fois, il navigue, je le vois, je ne le vois pas. Mais vous voyez, c'est écrit Europol, c'est-à-dire en fait une ville qui a une vocation à la fois techno quelque chose et en même temps cité de quelque chose. C'est-à-dire à la fois la richesse du social et la capacité de la créativité. Europol. Vous avez un bouquin, on a publié ça en 88 en urgence. Je travaillais à ce moment-là à la Maison de la Géographie. Montpellier Europol. On va franchir les 200 000 habitants. On est au seuil des années 90. Et vous voyez, j'ai marqué Agropolis, le millénaire, tout ce qui vient charpenter la ville des grands projets. Les photos. Et alors? Ah, je ne fais que reprendre des choses qui ont été publiées, que vous connaissez. Hein. La surdouée, berceau du futur, la comédie qui se relook, piétonne, d'aller, plus de voitures, elle passe dessous, elle se gare dessous. Ah oui, le trou est fait, on ne peut pas faire autrement que de l'utiliser. Changement d'échelle. Ici, nous avons Polygone. Alors là, il faut quand même que je le suive. Voilà Polygone, l'hôtel de région. Voilà, voilà Antigone. Voilà Polygone. Donc Antigone, et puis on franchit le Lez, et vous allez voir comment, et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire, on passe de 40 hectares à 400. C'est-à-dire qu'on a une vision à long terme du devenir de la ville. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Dans ma pensée d'historien, dans mon écriture du projet, j'ai un changement d'échelle extraordinaire qui est lié aux années 90-95, lorsqu'on va lancer Port-Marianne. Ce n'est pas seulement la suite d'Antigone, c'est un changement d'échelle, c'est une rupture. Vous voyez, on ne va pas faire de la suite d'Antigone. On ne va pas faire comme si d'un seul coup on disait on va prolonger un peu les choses. Non. On passe à une autre dimension, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Elle a 20 ans. Et Dugrand me disait, on a besoin de 40 ans pour faire l'ensemble qui s'appellera Port-Marianne ou autre chose. On a besoin de 40 ans. C'est une vue qui se dresse dans les années 70, c'est pour 10 ans. Dans les années 75, c'est pour 15 ans. Dans les années 90, c'est pour 40 ans. Il faut être solide et être déterminé sur le plan politique quand on sait que le temps politique est court et que le temps urbain s'éloigne dans des horizons à imaginer. Il a fallu franchir le Lez. Pour ceux qui connaissaient, quelques 2 photos souvenirs en 1986, en 1993. D'ailleurs, ça me permet de dire qu'en 1977, le premier travail, ça a été d'aller chercher l'eau à la source du Lez pour remplacer l'eau du Baronne. Le Lez, frontière, non, le Lez, image de la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a construit là-dessus. Hein. Vous voyez la plateforme sur laquelle on va construire Richter. Mais le Lez est devenu, on l'a domestiqué en quelque sorte, on se l'est approprié, on l'a mis en scène. C'est ça qui est important.
La mise en scène du laisse est un élément majeur du projet urbain. Sans cela, on reste dans les limbes de la ville traditionnelle. Et puis, voilà. Alors, c'est une photo un peu plus récente que ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu, en gros, 2000. On est à 2010 à peu près, même pas tout à fait. Même s'il y a 2011 de marqué. Ce qui est important, c'est de voir cette transition qui va s'opérer de manière souple, avec un outil essentiel. Cette transition, l'outil que je vais vous donner, cette transition qui doit amener la ville vers une extrémité qu'on va appeler Odysseum, vers une autre extrémité qui est la mer, c'est-à-dire cette route qu'on appelait la route de Carnon, devenant à terme l'avenue Raymond Dugrand, l'avenue Georges Frêche, etc., c'est-à-dire en fait quelque chose qui va inverser l'ordre de la ville. La ville était partie, vous l'avez vu tout à l'heure, sur le nord avec l'université du côté des hôpitaux, sur l'ouest avec la Paillade, sur le sud-ouest avec les grands ensembles, vers l'est, Antigone ouvre la voie, mais cette ouverture, elle est formidablement accrochée à un rêve, à un imaginaire qui est de 2 dimensions. Un imaginaire qui va vers Odysseum, c'est l'imaginaire de la ville qui se donne dans les structures des années 2020-2030. On est en 1995. Le deuxième imaginaire, c'est Sud-Mer. Écoutez, la formule classique d'Antigone, c'était méditerranéenne. Verte, méditerranéenne, qualité environnementale et durable, et puis socialiste en plus. Vous retrouverez la formule. Mais Méditerranée, la Méditerranée à un horizon, c'est-à-dire en fait, changement d'échelle. On a fait la Grande Motte pour les Montpelliérains, mais on a oublié de relier la Grande Motte correctement à Montpellier, sauf par l'autoroute littorale. Donc là, la projection de la ville vers le sud va donner naissance à une vision autre du projet urbain. Le symbole du quorum. Si on avait été dans une phase de croissance, vous savez où ils auraient été le quorum? À côté de l'aéroport, à la place de l'Arena, si vous voulez. Ah oui, il y a eu un projet. Hein. Il a fallu se battre, et Dugrand s'est battu pour que le quorum soit en ville, au bout de l'esplanade. Ce n'était pas évident. Il y avait un quartier populaire, pauvre, mal bâti. Il y avait les contraintes du monument historique, enfin non, de l'architecte des bâtiments de France. Il ne fallait pas dépasser certaines hauteurs, il fallait faire quelque chose qui aille dans le prolongement de... C'est pas facile comme secteur. L'esplanade, il y a plein de choses, il y a des hôtels particuliers, il y avait une sorte de... La ville calfeutrée de ce côté-là, même si le Tour de France y arrivait. Faire le quorum, c'est donner une impulsion à cette dimension du centre en complément de 2 orientations que j'ai données, Odysseum et la mer. La 4e étape, c'est celle, alors je les ai appelées les années tram. Je l'ai appelé les années tram. On va aller vite parce qu'il me reste encore pas mal de choses, mais il faut que je passe. J'ai fait exprès de mettre la photo, elle m'a plu. Tous réunis autour de la gare. Alors ces années tram, c'est ça. Le tramway, grand cœur. On passe de l'Écusson à grand cœur. Vous allez voir la différence. 3e étape, c'est la communauté d'agglos. On est au seuil des années 2000, il faut s'organiser autrement. La communauté d'agglos. Bien sûr, c'est Odysseum. C'est l'hôtel de ville qu'on va commencer à mettre en œuvre pour qu'il puisse être réalisé dans la décennie. Et puis, c'est le passage à 260 000 habitants. Alors, je passe rapidement sur le tram, vous savez ce que c'est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette photo-là, cette carte-là. Parce que cette carte, elle remet en cause, rupture, elle remet en cause complètement le fonctionnement de la cité. Là où on se déplaçait comme ça, on va se déplacer comme ça. Et puis après, on va se déplacer comme ça. Et puis on se déplacera comme ça.
On va charpenter le territoire. Grand Cœur et Odysseum. Je ne fais qu'illustrer ce que je vous disais. Avec Grand Cœur, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on va passer à l'intégration dans une dimension, je le dis, métropolitaine, d'un espace urbain qui fonctionnait en coalescence avec l'écusson. Pas toujours de très bonne coalescence. Mais cette volonté politique s'affiche au début des années 2000 pour pouvoir lancer quelque chose de différent. Et alors, qu'est-ce qui va surgir de ça? L'agglomération, c'est quoi? C'est ça. 31 communes. Il devait y en avoir 38, puis 36, puis 31 finalement. Avec 2 golfs. Au nord, celui d'Assas-Téran, celui de Saint-Gély-Saint-Clément. Avec le grand golfe du sud, Moguio. Je pense que dans un avenir plus ou moins lointain, on remettra en chantier une cohérence territoriale sur le principe métropolitain. Là, on est sur un territoire qui va être urbanisé. Pourquoi j'ai écrit les enjeux du territoire? Parce que simplement, la métropole sera en question par rapport à son territoire. Le symbole de l'hôtel de ville, c'est important. Ça donne trace à un architecte local, François Fontès, que j'ai plaisir à évoquer. Odysseum, qui se remplit avec la dernière strate en haut écrit ici, c'est Orchestra. Ça se bouge. Et il va y avoir des choses là au milieu. Ah ben oui, il va se passer des choses là. On va le voir. La route de la mer, future avenue Raymond Dugrand, ça commence à prendre corps. Et qu'est-ce qui est déterminant? Tout à l'heure, je vous disais, il y a quelque chose qui va se passer pour pouvoir justifier quelque chose. C'est quoi qui est déterminant? C'est la ligne de tram. La ligne de tram, l'avenue du Mondial 98, et 3 ans plus tard, la ligne 1, 2 ans plus tard, la ligne 1 qui abat jusqu'au Gaumont Multiplex. C'est-à-dire qui associe la Paillade, la ville, le centre, et le Gaumont, c'est-à-dire Odysseum. Les 4 temps que je viens de terminer ouvrent une perspective extraordinaire. Non, c'est le dernier qui l'ouvre. Mais dans la tête de Raymond Dugrand, dans son imaginaire, dans son rêve de la ville, l'idée de métropole était là. Je peux vous raconter une anecdote, lorsque j'en avais parlé avec Georges Frêche, au début des années 2000, lorsqu'il s'agitait de donner un nom à la communauté d'agglomération. Bon, avec un collègue de la fac, on avait dit à Dugrand, tu sais, ça serait bien que ça s'appelle Montpellier Métropole. Et quand on est arrivé devant Georges Frêche, sa réponse a été très nette, catégorique. Il a dit, vous voulez me faire perdre les élections? On n'était pas mûrs à l'idée de métropole. Déjà, l'idée d'agglomération était difficile. Un territoire, qu'est-ce que c'est que le rêve de la métropole? C'est un territoire pertinent dans son périmètre. C'est un urbanisme cohérent. Mais Montpellier, là, cet urbanisme cohérent. Par contre, les jonctions avec ce qui est à côté manquent de cohérence. La seule cohérence qu'on a trouvée, c'était l'usage de la voiture. Mais réfléchissons un peu. On est plus de 200 000, on est 450 à 500 000. Et vous allez mettre une voiture par personne, circulant dans un espace qui n'est pas prévu pour ça? Des centralités nouvelles qu'il faut faire naître. Castelnau et Latte ont fait des efforts. Et j'ajoute une gouvernance équilibrée, je ne dirai rien de plus là-dessus. Voilà quelques lignes pour simplement évoquer les choses. Si, qu'est-ce que je vais retenir? Avec grand cœur, la gare Saint-Roch. Ah oui, c'est important. C'est important. La French Tech va se greffer. La périphérie, donc, je vous ai dit tout à l'heure, en surchauffe, la saturation de tous les axes. Il faut impérativement que l'on reformule la question métropolitaine. Et cette métropole qui est instituée aujourd'hui, en 2017,
elle nous interroge d'autant plus qu'il y en a deux dans la région, une puissante et une qui montait en puissance. Quand je dis qu'elle montait en puissance, j'interroge le futur. Je sais que les 7 piliers qui ont été définis, le numérique est important et la santé aussi. La gare sud de France, l'aéroport, l'autoroute, vous allez le voir. Qu'est-ce que j'ai retenu? Les centralités, c'est Nouveau-Saint-Roch et Cambacérès. Les centralités existantes, c'est Audicium. Non, Nouveau-Saint-Roch et Cambacérès, c'est ce qui est dans le projet pour les années 2025-2030. J'ai marqué ensuite la route de la Mérode, etc. Et j'insisterai bien là-dessus. Oh. Ah, de nouveau, alors là, je ne sais plus. C'est moi qui dirige ou c'est vous? C'est le système qui me dit que c'est l'heure, hein. Mais j'ai fini. Moi, ce qui me paraît important, alors c'était la diapo d'après, je la mets, si elle veut bien venir. Ah, si je fais comme ça, peut-être c'est plus facile. J'insisterai sur ça. Un pôle métropolitain, à quelle échelle? On a la métropole instituée sur 31. Toutes les métropoles en France, il y en a très peu qui sont en pertinence de périmètre. Mais alors nous, on est en décalage complet. Toulouse aussi, hein. Et ce qui me paraît important, c'est la dernière ligne. Comment, je l'ai évoqué tout à l'heure, la question politique, comment reformuler le projet dans sa gestion politique? Raymond Dugrand avait formulé la gestion politique par une mécanique du faire la ville. Aujourd'hui, la question est posée. Le dernier séminaire qui a eu lieu à Paris à l'Institut d'urbanisme, c'était « Les grands projets ont-ils encore un avenir ?» Et vous savez ce qu'il en est aujourd'hui du grand projet pour Grand Paris. Grand Paris, c'est 7 milliards d'investissements. 54 sites, 7 milliards d'investissements. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de se projeter dans un univers? Moi, je dis oui. Oui, parce que si on a peur, on ne le fera jamais. Quand on fait le quorum, le coût du quorum, c'est 1 an de budget de fonctionnement de la ville. C'est pas rien, hein? Donc, on a besoin de se projeter dans un univers qui donnera naissance. Ah, ben alors, voilà. Cette projection d'aujourd'hui, je vais l'évoquer simplement pour terminer. Vous avez Montpellier Sud de France et Cambacérès, dont on parle un petit peu, mais peut-être pas suffisamment à fond pour montrer qu'il y a nouveauté, qu'il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre de la rupture, puisque je l'ai appelé tout à l'heure rupture. Ensuite, c'est ça. Ah ben attendez, il faut quand même qu'on le prenne en compte dans l'urbanisme de cette métropole. Ligne de force ou césure? C'est ça. Et puis, la dernière, je vais vous chauffer. Elle ne veut pas venir? Alors, c'est du piratage, ça. Ah! Les marqueurs de la ville de demain ne seraient-ils pas contenus dans l'expression de ce dessin IN, architectural et urbanistique? Il devait y en avoir pour parsemer l'espace urbain et donner du sens à la modernité d'une ville qui a rompu les amarres. Il y a Pierre-Vive de l'autre côté, j'aurais pu le mettre, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, ma conclusion, qui sera autour de... Oui, j'ai essayé de faire de l'histoire, j'ai essayé de vous faire comprendre, de lire une écriture de la ville à travers les formes, à travers la gestion politique. Cette histoire, pour moi, elle est riche de passion. Les hommes qui ont construit ce déroulé de l'histoire urbaine étaient des passionnés. On ne peut pas
travailler dans l'espace urbain si on n'a pas une passion débordante. C'est la règle minimale. Il faut de l'audace. Il fallait être audacieux pour poser Antigone. Il fallait être audacieux. Duchamp me disait, on est suicidaire de poser Port-Marianne. 400 hectares. Comment je vais faire pour les maîtriser? Mais en même temps, c'est bien autour d'une stratégie de rupture, de renouvellement et de recomposition que cette histoire nous dit ce qu'elle est, plaçant l'urbanisme au cœur de la cité, à la fois, c'est peut-être un peu scientifique et un peu savant ce que je vais dire, mais comme superstructure idéologique, c'est-à-dire en fait le canevas dans lequel s'inscrit la pensée du rêve et de l'imaginaire urbain, à la fois aussi comme expression de la démocratie locale. J'en reste là, je vous remercie de votre attention.